Supposons que vous obteniez un vieux poste de radio des années 90. Supposons qu'il soit allumé et réglé sur ondes courtes. Et supposons que vous ayez décidé de vous amuser à écouter tout ce qui peut passer sur les ondes. Vous passez de canal en canal, le casque sur les oreilles. Vous recevez des voix du monde entier. Corée du Nord, Chili, Chine, États-Unis. Que ce soit des rapports de météo marine, une émission sur la soupe de riz ou une autre création tout aussi poétique. Un soir, depuis votre train radio, vous apercevez une gare non répertoriée. Une fréquence d'émission inédite ou non référencée. Incertaine en tout cas. Vous entendez alors une petite musique, un air espagnol ou russe, vous n'êtes pas sûr. Après ce qui vous semble être une introduction, une voix d'enfant synthétique et désincarnée commence à égrener des chiffres par groupe de 5, en espagnol. 5, 1, 2, 9, 7, etc. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez d'entendre ce qu'on appelle une station de nombre. Les manches relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent. 3, 9, 4, 8, 3, 9, 4, 8, 9, 6. Une station de nombre est une station radio d'origine incertaine, émettant à haute fréquence des messages. Ceux-ci sont le plus souvent des suites de nombres ou de lettres, énoncées généralement par des voix artificielles, et ce, dans des langues très diverses. Parfois, les messages sont précédés d'un signal annonçant le début, par exemple « Attention » ou des paroles de chansons, etc. Après le message, vient une annonce de fin de transmission, par exemple le mot « fin » ou une variation quelconque selon la langue utilisée ou les lubies de l'émetteur. Bien entendu, l'origine de ces émissions est incertaine, voire inconnue. Mais qui les envoie ? À qui cela est-il destiné ? Et surtout, la question la plus humaine du monde, pourquoi ? Les stations de nombre apparaissent comme aussi anciennes que la radio elle-même. Dès la Première Guerre mondiale, les opérateurs ont capté de telles séries de nombres sur des fréquences inusitées. Mais le nombre de témoignages a explosé durant la guerre froide. Rien d'étonnant, me direz-vous, avec tous ces espions rouges. En 71, Simon Mason, 14 ans, reçoit pour Noël un récepteur d'ondes courtes et capte sa première station peu après. En 78, Chris Smolinski en a fait lui aussi la découverte. Parallèlement à l'augmentation de la fréquence de captation des stations, le nombre d'articles à ce sujet stagne à zéro, bien qu'une communauté dédiée se forme. Le dirigeant de celle-ci est un individu au pseudonyme étrange, Havana Moon, se révélant plus tard être William Thomas Goodbay, un ancien agent du renseignement américain. L'une des premières hypothèses sur l'origine de ces signaux veut qu'il s'agisse de résultats de loterie ou de bulletins météo quelconques. Mais cela ne tient pas debout. Pourquoi ces émissions ne s'est-elles pas répertoriées ? Pourquoi les instances de régulation ne les indiquent-elles pas ? Havana Moon commence alors à affirmer que certaines de ces émissions sont liées à la colonie d'Unidad, au Chili, ce qui a été confirmé par la suite. Cette colonie d'Unidad est une organisation caritative néo-nazie basée au Chili, possédant un domaine d'activité de 3000 hectares. Le gouvernement chilien à l'époque fermait les yeux sur leurs activités, qui allaient de soins effectifs prodigués aux natifs du lieu à l'obligation pour les membres de la colonie de se reproduire pour former une race pure, etc. Bref, vous avez compris l'idée. D'autres mystères suivent. Simon Mason fait état de faits extrêmement curieux, liés à l'écoute des stations de nombre, comme cette émission en date du 3 septembre 89, qui ne sera plus jamais entendue par la suite. Il en va de même pour la station de nombre baptisée Jazz Player, introduite par un air de saxophone précédant une voix de femme égrénant les groupes de 5 chiffres et qui ne sera captée qu'une seule et unique fois, malgré des années d'écoute dans le monde entier. Le 20 septembre 88, une voix synthétique féminine délivre son message chiffré. Pendant 2 ans, personne n'entendra plus l'introduction musicale composée de 3 notes dont les tonalités montent, et la radio, 3 Note Oddity, cessera d'émettre. Simon Mason reviendra régulièrement sur la fréquence qu'a délivré les groupes de 5 chiffres de la 3 Note Oddity. Il est confronté au vide de la bande jusqu'au 30 septembre 90, car ce dimanche voit la résurgence des 3 notes sur la bande des ondes courtes, suivie de messages chiffrés identiques, point par point,
à celui entendu 2 ans plus tôt. À cette suite d'énigmes, succèdent d'autres transmissions incompréhensibles, illogiques, incohérentes. Par exemple, les écouteurs nord-américains captent en 90 une station de nombres affublée par cette même communauté du doux nom de Bulgarian Betty. Les séries de chiffres sont entendues sur 4030 et 4882.5 en russe, polonais, bulgare, serbo-croate et même en macédonien. Les fréquences de la BBC sur les ondes courtes sont également polluées pendant la première guerre du Golfe. Une auditrice andorrane de la radio d'État britannique se plaint en effet de l'interférence causée par une voix de femme égrénant des séries de chiffres en lieu et place du bulletin d'information journalier. Cette dame demande ensuite à la BBC s'il aurait pu s'agir d'espionnage. La réponse avançait une toute autre explication. Chère madame, il s'agit de bulletins d'enneigement destinés à la maintenance des remontées mécaniques. Le coup d'État avorté dans l'Union soviétique d'août 91 donne, lui, lieu à d'étranges diffusions d'une station de nombres qui a passé le même message durant 24 heures. Mais une hypothèse beaucoup plus sérieuse, unifiant un peu toutes les théories précédentes, est apparue par la suite. Ces émissions seraient en fait des messages codés par des autorités ou des organisations quelconques, utilisant le principe du masque jetable pour rendre des communications indécryptables. Pour faire court, quand vous chiffrez un message, vous pouvez remplacer des lettres par des nombres, suivant un certain code. Le codage le plus simple est de remplacer A par 1, B par 2, etc. Un masque jetable est un code aléatoire. On associe à la première lettre du message un nombre, à la deuxième lettre du message un autre, etc. Puis, on donne en main propre le code au récepteur, code valable pour un unique message. Cela garantit que le code, s'il n'est pas volé au récepteur, est incassable. Cependant, une donnée handicape cette théorie. Pourquoi les nombres sont-ils souvent envoyés par paquets de 5 si les émetteurs sont réellement aussi divers que ce qu'on veut bien croire? Et pourquoi transmettre tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, des messages semblables? Dans tous les cas, on peut toujours sauver cette explication en se disant que la masse de ces messages est juste une transmission vide de sens, visant seulement à garder un contact quelconque, avec parfois une information importante pouvant passer, codée comme nous l'avons expliqué. Ce qui est très amusant est la réaction des autorités lorsqu'on leur en parle. Voici un exemple. Andy Tower, porte-parole de la Chambre du commerce et de l'industrie qui régule les télécommunications en Angleterre, déclare en 98 au Daily Telegraph: ces stations de nombres sont ceux que vous supposez qu'elles sont. Les auditeurs ne devraient pas avoir des fantasmes sur elles. Elles ne sont pas faites pour une écoute publique. En 2000, John Winston, assistant-chef de la Commission fédérale des communications aux États-Unis, résume en ces termes sa position au sujet des stations de nombres dans l'émission radio All Things Considered. Nous n'avons pas l'intention de discuter de ces stations, si seulement elles existent. Cela ne veut pas dire que j'admets le fait que ces stations de nombres émettent depuis ce pays, même si vous affirmez le contraire. Nous en connaissons un grand nombre, mais à l'extérieur du pays. Pour résumer, circuler, y a rien à voir. Pourtant, cela peut concerner le simple citoyen a priori. Ces émissions ne sont pas toujours inoffensives. Une station a par exemple interféré avec le trafic aérien. Une fréquence réservée aux communications aéronautiques internationales dans le secteur des Caraïbes. Cela s'est répété plusieurs fois. À un moment, le contrôleur aérien de l'ARINC a même été contraint d'utiliser une autre fréquence, car les transmissions de nombres bloquaient totalement les autres messages. Le site émetteur a été identifié comme étant Guineo, à Cuba, lié au renseignement cubain. On pense que la dernière hypothèse serait la plus plausible. En effet, certains enregistrements de stations de nombres ont été utilisés comme pièces à conviction dans des procès. 1957, Rudolf Abel, aka William Fisher. L'histoire de William Fisher est un roman. Agent du KGB, il a opéré sur le sol des USA de 48 jusqu'à son arrestation en 57, sous une identité usurpée à un autre agent du KGB décédé, Rudolf Abel. C'est une pièce de monnaie creusée qui a été à l'origine de la chute de ce chef de réseau. À l'intérieur de celle-ci ont été introduits des masques jetables microfilmés qui ont permis au FBI de remonter jusqu'à William Fisher. Grâce à cette découverte, le contre-espionnage américain a pu repérer et écouter les stations de nombres destinées au réseau dont le colonel Rudolf Abel, aka William Fisher, avait la charge. Ces pièces à conviction ont contribué à sa peine de 30 ans de prison. 97. The Cuban Five.
Ces 5 agents cubains, intégrés au vaste réseau d'espionnage WASP, ont été jugés et condamnés en 1997. Le procès des Cuban Five est à ce jour le cas le plus emblématique de l'utilisation des stations de nombre comme média de transmission entre une base et ses agents en opération clandestine. Le FBI traquait depuis longtemps les Spanish Ladies, ces stations de nombre émettant en langue espagnole que l'on entendait depuis plusieurs années sur la côte est des USA, et surtout en Floride. Vraisemblablement, peu convaincus par l'unité de leur fonction, les 5 agents cubains ont commis l'erreur d'utiliser un même masque jetable pour plusieurs messages. Lors de leur arrestation, un poste-ondes courte et des carnets de masques jetables sont trouvés dans leur habitation. Ces éléments, ainsi que la surveillance constante du FBI, ont conduit à l'arrestation et à la condamnation des Cuban Five. 2010. The Russian 10. Ce réseau russe, baptisé Illegals, est arrêté en 2010. Comportait une dizaine d'agents reconnus coupables d'espionnage pour le compte du service de renseignement extérieur russe. L'acte d'accusation fait état de l'entraînement et la formation des agents à la cryptographie sur base de masques jetables et l'utilisation des ondes courtes. Plusieurs carnets de masques jetables ont été retrouvés dans des effets personnels de Cynthia, élégante trentenaire, avec un léger accent scandinave qui travaillait pour une banque à New York. Un parfum de guerre froide plane sur cette affaire, qui est pourtant révélatrice de l'utilisation actuelle des radios espions. Mais il y a pire. Certaines de ces émissions seraient liées au gouvernement. Oui, le même gouvernement qui engage des hommes en noir pour vous effacer la mémoire, qui emploie une subtile propagande qui est infiltrée de partout par des ennemis extérieurs. Le gouvernement, l'État y est impliqué. Havana Moon, désireux de prouver que bon nombre de Spanish Ladies, nom donné aux stations de nombre de langue espagnole captées aux USA, ne proviennent pas toutes de Cuba, mais trouvent également leur origine sur leur territoire national, décide de parcourir la route 1 avec sa Chevrolet, en suivant un signal radio qui le conduira à l'Air Force Station de Tequesta, en Floride. Je tiens enfin à signaler un dernier mystère lié à ces stations. Le buzzer. Ou alors, mais qui nourrit le chien ? Localisée au nord-ouest de Moscou, dans une zone militaire classifiée pendant la guerre froide, cette station émet un bourdonnement similaire à une sirène ou une corne de brume 24 heures sur 24, 25 fois par minute, depuis 82. Malgré les demandes répétées d'informations, personne ne sait à ce jour à quelle fonction est destiné le buzzer, bien qu'il ne s'agisse pas d'une station de nombre classique, mais plutôt d'une noise station. L'UVB76 excite la curiosité de la communauté depuis plus de 30 ans. En 30 ans d'existence, l'émission continue du bourdonnement a été interrompue 3 fois. Au cours de ces interruptions, dont la dernière date de juin 2010, des voix russes et des séries de chiffres ont été entendues. En 2011, une équipe de reporters russes s'introduit dans les bâtiments qui hébergent l'émetteur du buzzer, et constatant que celui-ci est désaffecté depuis 2 ans, se pose les questions suivantes. Pourquoi entend-on encore le buzzer ? Quelle est sa localisation actuelle ? L'un de ces journalistes a même posé une interrogation tout à fait pragmatique, saisissant bien l'intensité dramatique du moment. Mais qui nourrit encore le chien ? Restez sur le site.